On va, si vous voulez bien, accueillir Pierre. Alors, est-ce que on peut se connecter, s'il vous plaît, avec Pierre Bichon? Ouais, bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je vous entends moyennement, mais je vous vois et j'ai des émotions et il se passe des choses dans mon cerveau aussi, donc c'est cool. Génial. Merci Pierre de nous avoir rejoints grâce à la technique. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes le CTO, c'est-à-dire le Chief Technical Officer de Edenred. D'accord. Vous avez développé deux, trois solutions pour le bien-être au travail de vos salariés. Vous, votre axe de réflexion, ce qui vous motive par rapport au sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est le plaisir au travail, plutôt c'est la motivation et la reconnaissance, autrement que par la rémunération. C'est ça? On peut, exactement, ouais, j'ai envie d'un petit peu de partager ça parce que moi, je suis CTO, c'est un peu barbare aussi, mais en fait, je m'occupe de l'informatique en général. Donc, des machines, des process, où la part peut-être d'émotion et de sentiment est peut-être mis un peu en recul et j'ai un cursus d'ingénieur. Donc, je suis content, Olivier, que tu sois là aussi pour en parler avec l'école 42. Mais en gros, dans mon cursus, j'ai pas beaucoup regardé les émotions, les sentiments. Et donc, je suis plus orienté sur techos, informatique. Et j'ai développé après un rôle de manager, de leader. Et je m'étais énormément concentré, moi, sur les hard skills, sur le comment faire, sur le savoir-faire, et pas forcément sur tous les aspects qui sont un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins techno. Et je me rends compte avec le temps, et c'est un parallèle que j'ai pu faire grâce au sport, parce que moi j'ai besoin de faire du sport, j'aime faire du sport, et je me suis rendu compte que la performance en sport, hein, en restant très très humble, hein, et ben finalement le mental pouvait apporter énormément dans le cadre d'un résultat qu'on veut aller chercher, que ce soit un temps, que ce soit une durée, que ce soit un lieu, une escalade, quoi que ce soit. Et je me suis mis à m'intéresser un peu plus à la force du mental et quelque part à la motivation. Et moi, quand je fais des événements sportifs, je fais de la course à pied longue distance, style ultra trail. La première moitié de la course, c'est facile, c'est les jambes, mais la deuxième moitié, c'est la tête qui t'emmène. Et la tête, elle peut t'emmener super, super loin si tu arrives justement, comme tu disais, Mohamed, à canaliser un peu les émotions, à les connaître et à échanger avec elles pour essayer de tirer le meilleur parti et d'aller chercher finalement une perf. Et en tant que manager ou peut-être comme coach, même sportif, finalement, ce qu'on peut rechercher avec une équipe, quel que soit le but, hein, pro ou perso, ça va être une performance en fait de groupe ou individuelle. Et c'est là où moi j'ai commencé à creuser sur je dirais le formidable potentiel du mental, sans le connaître côté vraiment scientifique, mais plutôt en essayant de le comprendre, quels étaient les vecteurs en tant qu'individu, parce que c'est déjà super difficile de se changer soi-même, je pense. Donc d'essayer de changer les autres, c'est encore plus compliqué. Mais au niveau de moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même être plus performant et peut-être transmettre ça dans mes équipes. Et au final, quand on a une équipe performante ou des collègues qui sont donc motivés, eh ben on a plus de plaisir et c'est quand même tellement plus agréable d'interagir avec des personnes qui sont motivées qu'avec des personnes qui ne le sont pas, et quel que soit le quotidien, hein, familial, professionnel ou autre. Et donc, si on se met à regarder un peu peut-être les sentiments ou les émotions autour de la motivation, on peut en identifier quelques-uns, comme par exemple la compétence. C'est-à-dire que si vous êtes compétent dans votre job, ça va vous aider à avoir une certaine motivation. Et une conséquence aussi de cette compétence, ça peut être la capacité à progresser et à apprendre. Si vous êtes dans des conditions où vous allez apprendre des choses, humainement, normalement, votre degré de motivation va se développer. Un autre aspect, et sur lequel on peut vraiment beaucoup jouer en tant que coach ou leader, c'est un sentiment d'autonomie. C'est-à-dire que des actions de micromanagement, de toujours tout dire à tout le monde ce que tu dois faire de A à Z sans aucun degré de liberté, ça peut marcher un mois ou deux, mais après, ça marche plus. Et en tant qu'être humain, et là, peut-être que Mohamed, tu connais mieux ça que moi, mais on a besoin d'avoir des espaces de liberté, d'autonomie quand on s'entraîne. Et moi, typiquement, ce soir, je sais, je vais à la natation, parce que j'ai cours de natation en groupe, et je sais que dans le cours, il va y avoir 5 minutes où le prof va nous dire, allez-y, faites ce que vous voulez pour vous échauffer 5 minutes, au lieu de nous forcer à faire quelque chose de très cadré. Et ce petit espace d'autonomie, un tout petit exemple, va contribuer aussi à ma motivation pour le faire, parce que je ne me sentirai pas forcé de faire quelque chose. Après, au niveau plus physiologique, dans la motivation, bah, il y a la notion de plaisir, hein, parce que quand on prend du plaisir, on est bien plus motivé. En sport, ça s'appelle les endorphines. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut secréter, mais ça fait du bien, hein, tout simplement. Et donc, on va aller chercher ça. Et des fois, ça peut être même presque une drogue.
D'autres aspects pour la motivation, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, si on arrive à développer un sentiment de participation à un groupe, un côté un petit peu animal, de partage, en tant qu'être humain, on peut se sentir bien plus confortable, bien plus motivé et y trouver du confort. Et ça, pareil, que ce soit dans la vie perso ou professionnelle, et en tant que manager, quand on peut favoriser des moments ou des contributions où il y a un sentiment d'appartenance, et ben par magie, entre guillemets, quelque part, on arrive à développer la motivation d'un groupe. Et après, on peut parler d'engagement ou même d'hypermotivation autour de thèmes du pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on recherche à faire. Et au final, quand on regarde tous ces aspects entre soft et hard skills, si je ne me trompe pas, il n'y en a pratiquement qu'un qui est sur les hard skills, qui est plutôt la compétence. La compétence qu'on acquiert, qu'on apprend avec le temps, avec un savoir-faire, et le reste est beaucoup au niveau du mental. Et quand on commence à se rendre compte qu'on peut avoir un rôle dessus, sur ce monde un peu de l'invisible, et en tirer des résultats, ça permet véritablement, je dirais, de créer des atmosphères de performance et de bien-être au travail. Après, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent contribuer. Il peut y avoir la confiance en soi, il peut y avoir la reconnaissance. Et pour chacun d'entre nous, la reconnaissance, elle peut être très, très différente. Elle peut être pécuniaire, elle peut être de l'intérêt, elle peut être du plaisir, elle peut être des récompenses que tu mentionnais aussi dans ton intervention. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de récompense? Et si on regarde un rôle de manager, une chose très simple en termes de peut-être de reconnaissance ou de récompense, c'est le temps qu'on peut donner en tant que manager à nos staffs. Moi, dans mes équipes, j'ai des équipes assez larges. On est dans 45 pays, j'ai 450 personnes dans mes équipes. Donc moi, ce que je peux donner en termes de reconnaissance de temps en temps, c'est mon temps. Mon temps pour les gens qui travaillent avec moi. Et là, utiliser aussi, pareil, beaucoup de soft skills autour de l'écoute, de l'empathie, de m'intéresser véritablement à ce qu'ils font pour me connecter et véritablement de voir comment je peux les aider, qu'est-ce que je peux leur apporter. Tu identifiais, Mohamed, tu parlais d'état émotionnel, et de pouvoir capturer dans quel état émotionnel est une personne avant de lui parler, c'est une force fantastique, parce que ça nous permet de nous connecter et d'être beaucoup plus efficaces dans nos relations. Et après, d'essayer de connaître les gens au-delà de l'état émotionnel du moment, sur quel type de profil ils vont fonctionner, parce que vous avez des personnes qui sont plus visionnaires, d'autres qui sont plus sur des schémas logiques de mode de fonctionnement, parce qu'il faut qu'il y ait un raisonnement très ingénieur, par exemple, comme modèle, d'autres personnes qui sont plus dans la relation et le collaboratif et qui ont besoin d'établir des contacts avant de parler, et d'autres qui sont peut-être plus dans le détail. Donc, si vous arrivez à connaître un peu le profil des personnes en vous intéressant à elles, et en plus en connaître leur état émotionnel, essayer de le capturer, vous pouvez véritablement avoir des échanges d'une puissance très forte et au final développer des process de performance et de collaboration. Moi, à mon niveau, une des phrases favorites que je peux avoir quand je rencontre des personnes de mes équipes ou ailleurs, c'est comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Parce qu'à la fois, je pense que je vais apporter quelque chose à la personne, et moi, ça va me faire du bien aussi. Et là, je pense qu'il se passe des choses dans mes neurones quelque part, ça m'apporte du plaisir. Donc, une fois de plus, ça va aller vers un modèle de motivation. Et je me dis, tiens, j'ai fait quelque chose, j'ai apporté, et je me sens utile. Et quelque part, ça développe mon sentiment d'appartenance aussi au groupe et ça donne envie de continuer. Et je peux vous dire que à mon niveau, j'essaie de garder je dirais une approche assez optimiste de beaucoup de choses. Et si je peux donner quelques conseils, entre guillemets, de savoir-être, en tout cas qui fonctionne bien, déjà, c'est d'essayer d'être soi-même tout le temps et de ne pas jouer un rôle, qu'on soit dans le monde professionnel ou personnel, parce que c'est déjà tellement compliqué d'être soi-même et de se connaître avec ces fameuses émotions. Donc, si en plus on veut mettre une surcouche de manager ou de ce qu'on veut et de ne pas être en confiance en soi quand on interagit avec les autres, eh ben, on crée un décalage dans ces types de connexions. Et le deuxième conseil que j'essaie de m'appliquer, c'est toujours d'essayer d'aborder les situations en évitant au maximum tout ce qui va être peur, pénurie, tout ce que les médias d'ailleurs essayent de nous donner quand même très très souvent. Moi, j'écoute plus les infos, pour info, parce que allumer le 20h, vous allez être complètement déprimé. Moi, je préfère plutôt regarder les sujets où on va parler plutôt d'abondance, plutôt de pourquoi ça va marcher, plutôt de pourquoi ça va pas marcher. Et je peux vous dire, quand vous identifiez des risques sur une situation, la chance que tous les risques arrivent en même temps, elle est très faible. Par contre, il y en aura peut-être un ou deux qui vont arriver, ben on les traitera les uns après les autres.
et se concentrer et de développer une culture de l'optimisme et du comment ça peut marcher, et ben finalement, tu disais tout à l'heure en parlant de Churchill, 50% des projets, des problèmes, pardon, vaut mieux pas y toucher, ils se résolvent tout seuls. Et ben je pense qu'il y a 90% des risques, c'est pas la peine de faire des plans pour les contrer parce qu'ils n'arriveront pas. Il y a beaucoup plus de chances pour que ça marche. Et ça contribue, je trouve aussi au plaisir et à la capacité d'aller de l'avant en utilisant son cerveau sur des choses beaucoup plus constructives que la peur, qui malheureusement peut faire fonctionner les sociétés. Mais je suis convaincu que quand on regarde de l'autre côté, c'est bien plus fun, beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus facile de faire des choses sympas tous ensemble. Merci Pierre, merci beaucoup.